Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma deuxième nanologie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler du film Good Will Hunting. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler du film Good Will Hunting qui est sorti en 1997 et qui a été réalisé par, attention, Gus Van Sant. Je ne sais pas si je le dis bien, au moins j'essaye, c'est déjà pas mal. Alors, ce film, qu'est-ce que c'est? L'histoire d'un garçon, Will, qui vient des milieux ouvriers, donc une enfance plutôt compliquée, et qui se fait un jour remarquer par un professeur du MIT parce qu'il se trouve que ce Will est un génie. Donc, sans plus attendre, on va passer à la partie que je préfère, le développement de l'idée et l'écriture du scénario. En avant! Alors la première information qu'il faut que je vous donne, c'est que Matt Damon et Ben Affleck ont tous les deux grandi ensemble dans le Massachusetts, plus précisément à Cambridge. Désolée pour la prononciation, je fais de mon mieux. Alors, c'est une info qui peut paraître anodine, mais qui a son importance, donc gardez-la bien dans un coin de la tête, on va vite comprendre pourquoi. L'idée du film vient directement de Matt Damon qui, quand il était étudiant à Harvard, a dû à un moment donné rendre un devoir d'une pièce en un seul acte et avait décidé de le raconter sur, je vous le donne dans le mille, l'histoire d'un concierge du MIT qui s'avère être un génie. Voilà, tout simplement. Alors Matt Damon écrira cette fameuse pièce en 1992, mais ce n'est qu'en 1996 qu'avec son ami d'enfance Ben Affleck, lassé de ne pas trouver de rôle dans le cinéma, qu'ils vont finalement s'étendre un peu plus dessus. Il faut savoir que l'écriture du film en soi n'a pas été une chose facile. Ils ont même déclaré à l'occasion de la sortie du film The Last Duel en 2021, je cite, « Je pense que Good Will Hunting nous a pris tellement de temps, nous étions fauchés, sans emploi. Je pense que nous avons écrit des centaines et des centaines de pages, je crois qu'on ne savait pas vraiment ce que l'on faisait. » Voilà, c'est pour dire à quel point l'écriture du scénario a été laborieuse pour les deux amis. À cette époque-là, le scénario contenait même des éléments de thriller impliquant une chasse du génie par le gouvernement. Et malgré le fait que les producteurs et les agents des deux comparses trouvaient le scénario et le script bon, ils eurent un mal de chien à actuellement le vendre. Ils sont allés de studio en studio et ils ont même joué les scènes eux-mêmes pour montrer le potentiel qu'il pouvait y avoir derrière leur œuvre. Finalement, au bout d'un moment, Castle Rock Entertainment finira par acheter les droits du film 600 000 $. Mais ils ont demandé à Matt Damon et à Ben Affleck de réécrire complètement le scénario parce que pour eux, il y avait deux films en un seul. Du coup, c'est comme ça que la partie avec la chasse du gouvernement a complètement disparu de l'histoire. Alors les deux amis étaient plutôt confiants suite à la vente de leur scénario, mais ils ne s'imaginaient pas à quel point ce serait compliqué de trouver un réalisateur. Ils ont été tellement lassés du fait que Castle Rock leur demandait constamment de réécrire le scénario qu'ils ont fini par partir en quête d'un autre studio pour se développer. C'est après être allé vers le réalisateur Kevin Smith et lui avoir donné le scénario que celui-ci l'a donné à Miramax et que les choses ont commencé à bouger. Alors le scénario est complètement passé de main en main pendant un long moment. Il est même allé dans les mains de Mel Gibson qui était intéressé mais qui finalement ne l'a pas fait. Et il a fallu que Robin Williams intègre le casting pour que là, Miramax décide d'engager Gus Van Sant pour la réalisation de ce projet. Maintenant qu'ils ont trouvé le réalisateur, il ne reste plus qu'à peaufiner le script. Et comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, Matt Damon et Ben Affleck ont grandi ensemble dans le Massachusetts. Voilà, vous avez compris. Et donc du coup, ils se sont complètement inspirés de ça, de leur enfance dans la classe ouvrière dans cet endroit-là. Voilà, je ne le répéterai pas, pour créer les personnages de Will et Chucky. Alors, à savoir qu'il n'y a pas que ça dont ils se sont inspirés, le fait aussi d'être entouré de gens brillants mais qui n'étaient pas pris au sérieux du tout, les ont beaucoup aussi inspirés pour ce projet. Je pense que ça se voit. Du coup, dans le scénario, ils se concentrèrent sur la lutte de la classe ouvrière et aussi énormément sur les interactions de Will avec son thérapeute Sean Maguire.
Maintenant que je vous ai un peu expliqué comment l'idée s'est créée et comment ce film est né, eh bien on va passer au casting du film. Pour commencer le casting, je souhaite m'intéresser tout d'abord au professeur qui a découvert Will, qui n'est autre que Gérald Lambeau. Alors Gérald Lambeau, c'est un brillant mathématicien, un professeur au MIT, mais aussi le lauréat de la médaille Fields. Alors, qu'est-ce que la médaille Fields? C'est tout simplement une médaille qui récompense les grands mathématiciens. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, je n'en sais pas plus que ça. Je sais ça, c'est déjà bien. Alors, Gérald Lambeau est l'opposé complet de Sean Maguire, le thérapeute. Lui, il est motivé par le succès, c'est-à-dire qu'en trouvant Will, il voit une occasion en or de pouvoir encore se faire mousser en étant l'homme qui a découvert le génie. Vous voyez ? J'irai bien plus loin en disant qu'il est à la recherche constante de la validation de ses pairs. C'est quelqu'un qui est persuadé des bienfaits, des valeurs académiques, de la réussite académique. Et il n'en a que faire des émotions et des états d'âme que peuvent avoir ses élèves. La réussite avant tout. C'est justement ce point-là qui va faire toute la relation avec Will. Il n'a que faire de son suivi thérapeutique en soi. Lui, il veut que Will le fasse uniquement pour sa approbation, uniquement parce qu'il doit faire ça pour pouvoir ensuite briller dans le domaine des mathématiques. Et donc, du coup, par addition, de le faire briller à lui aussi. Alors ce sera Stellan Skarsgård qui sera choisi pour jouer ce rôle. C'est un acteur suédois qui était déjà connu pour sa versatilité dans les rôles. Il avait joué dans par exemple À la poursuite d'Octobre Rouge ou bien dans Les Impurs. C'est plus particulièrement son talent pour jouer des rôles complexes et dramatiques qu'il va être choisi pour jouer Lambeau, tout simplement parce que ce personnage demandait quand même une certaine complicité, un côté un peu imposant. Après, ça ne s'arrête pas là, sa carrure et son attitude déjà de base imposante ont vraiment imposé le choix à l'équipe. Et il faut savoir qu'il a collaboré étroitement avec toute l'équipe du film pour faire encore évoluer son personnage et devenir du coup le Gérald Lambeau que nous voyons dans le film. Nous allons maintenant passer au personnage du meilleur ami de Will, qui n'est autre que Chucky Sullivan. Alors, leur lien va au-delà de l'amitié, c'est un lien quasi fraternel, parce qu'ils ont tous les deux grandi ensemble dans la classe ouvrière de Boston, et c'est un milieu qui est parsemé de difficultés et de violences. Et Chucky est devenu presque comme le symbole d'un leader dans leur groupe d'amis. On le voit souvent tout au long du film prendre les décisions pour le bien de tous, et donc du coup mener en fait le groupe, prendre le lead tout simplement. Cette qualité, elle est d'autant plus évidente dans sa relation avec Will parce que dès le début, on le voit, il le couvre, il est prêt à mentir pour lui, il le remplace si nécessaire. Vraiment, c'est le protecteur, le leader qui est là pour aider. Et son discours le plus emblématique du film le montre. Nous pouvons le voir se fâcher contre son ami parce qu'il ne comprend pas comment son ami se contente de la vie qu'il a alors qu'il pourrait avoir bien plus que lui-même. Et pour moi, c'est la preuve de sa qualité d'ami et de sa qualité de protecteur qui ne veut pas garder son ami dans la même misère que lui, mais au contraire, quitte à le voir partir, savoir que celui-ci s'en sortira. Il est complètement pragmatique aussi. Chucky est un personnage complètement pragmatique, c'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient des difficultés de la vie qu'il a et des difficultés du milieu dans lequel il a grandi. Il ne se voile à aucun moment la face là-dessus et on peut le voir encore une fois dans ses interactions avec Will, mais aussi avec le professeur et le thérapeute de Will. Il sera comme l'espèce d'étendard qui leur montrera que la vie n'est pas si simple pour Will et qui leur montrera la réalité de la classe ouvrière. Alors, Chucky n'est pas juste un moralisateur et un protecteur et un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait faire montre d'humour et qui vient apporter un peu de légèreté dans ce film un peu, on va dire, tristoun. Il vient apporter cette touche d'humour et ça, même pendant les conflits, c'est ce qui lui permet même de résoudre pas mal de problèmes. Ce petit humour, cette petite dérision qu'il peut avoir, vraiment, c'est la touche de légèreté dont le film avait besoin. Maintenant, comme vous le savez, c'est Ben Affleck qui a joué le rôle. Et pour expliquer pourquoi Ben Affleck dans ce rôle, tout simplement parce que, comme je l'ai dit,
Lui et Matt Damon ont écrit le scénario ensemble et se sont donc inspirés de eux-mêmes pour l'imprégner dans les rôles. Et donc Chucky et Ben Affleck sont étroitement liés. Ce ne sont pas exactement la même personne, mais personne d'autre que Ben Affleck n'aurait pu mieux le jouer que lui. On va maintenant passer au personnage principal, Will Hunting. Alors Will, comme son ami Chucky, a grandi dans les milieux ouvriers de Boston, milieu compliqué, imprégné de violence. Mais en plus de ça, Will, lui, est orphelin. Donc il est allé de foyer en foyer et parfois même maltraitant, malheureusement pour lui. Donc vraiment, il a eu une enfance qui a baigné dans la violence et la galère. Ce contexte le rendra du coup plus tard en grandissant excessivement méfiant envers les autres, il aura énormément de mal à faire confiance et plus que ça encore, le fait d'être orphelin lui aura carrément apporté une peur de l'abandon, une peur qu'on le laisse et donc du coup il sabote toutes ses relations lui-même, comme ça au moins on ne le laisse pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment auto-sabotage total. Je préfère abandonner plutôt que de me faire abandonner. Et du coup, le sarcasme, l'agressivité et cette colère, c'est devenu le bouclier de Will qui lui permet en fait d'interagir avec les autres sans se faire blesser une énième fois. Ça ne fera pas de lui pour autant un mauvais ami, étant donné que Will a quand même son groupe d'amis qui s'apparente plus à une famille, comme je l'ai dit, par rapport à Chucky, mais ses autres amis aussi, c'est ce qu'on peut qualifier plus d'une famille que d'une amitié. Ils se sont forgés tous ensemble, histoire d'avoir quelqu'un sur qui compter dans cette enfance et dans cette misère et dans ces milieux bien trop compliqués pour des enfants. Pourtant, malgré tous ces inconvénients de vie, Will se trouve être un génie. Alors, pas seulement en mathématiques, mais dans toutes les matières, étant donné que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. C'est un génie autodidacte et curieux en plus de ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est vraiment pas quelqu'un d'idiot. Malgré ça, Will a quand même réussi à devenir quelqu'un d'extrêmement intelligent, même s'il ne l'utilise pas forcément. À partir du moment où il sera découvert par le professeur, il y aura comme un rapport de force entre les deux, étant donné que Will n'accepte pas son autorité, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui a utilisé toute sa vie l'agressivité comme barrière, et donc du coup il ne va pas s'ouvrir facilement au professeur, et il ne va pas être ami avec lui. Le fait que le professeur puisse lui donner une certaine forme d'ordre va lui poser un énorme problème. Alors il y aura plusieurs personnes qui vont venir en aide à Will et qui vont lui permettre de s'ouvrir un peu plus. Comme je l'ai dit déjà au début, il y a Chucky, bien évidemment, son frère, son ami. Mais il y a aussi Skylar, une étudiante qu'il va rencontrer et avec qui il va commencer à avoir une relation qui va énormément l'aider. Mais bien évidemment, la personne la plus importante sera Sean Maguire, son thérapeute. Alors, bien sûr, Will, dès le début, est extrêmement méfiant envers Sean, utilisant le sarcasme, la moquerie et la méchanceté pour se défendre face à cet homme qui essaye de creuser. Mais petit à petit, il finira par faire tomber justement ces barrières avec son thérapeute et il finira même par ressentir comme un sentiment d'amitié et de mentorat venant de Sean, vous voyez ? Le personnage de Will représente en fait le parallèle entre le génie inné et les limites que l'on peut avoir quand on grandit dans la classe ouvrière, tout ce que l'on ne peut pas atteindre du coup facilement et qui devient de l'ordre de l'impossible malgré le génie que l'on peut avoir par moment. Il ne représente pas que ça, il représente aussi le voyage intérieur vers l'épanouissement et le fait de la douleur que cela peut être, de faire face à ces démons du passé et de décider de les affronter et de ne plus en avoir peur, de vivre malgré tout cela. Alors bien sûr, c'est Matt Damon qui jouera le rôle de Will, tout simplement, je trouve ça normal parce que l'idée d'origine vient de lui, donc le rôle principal, et pour lui, voilà. Il n'y a pas plus à dire sur le choix, c'est son idée, c'est sa création, c'est son personnage, il le joue tout simplement. Je voulais finir le casting avec le personnage de Sean Maguire. Sean Maguire est le thérapeute, il a grandi dans les mêmes conditions que Chucky et Will. Il a aussi été marié et le deuil de sa femme morte d'un cancer le fera complètement changer sur sa vision du monde et sur sa perception des autres.
Ce n'est pas pour autant que Sean ne sera pas quelqu'un d'empathique, au contraire, il arrive à voir au-delà du masque que les gens portent, et c'est une énorme qualité chez lui qui l'aide énormément dans son travail, étant donné qu'il est thérapeute quand même. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est l'opposé du professeur Gérald Lambeau, et lui cherche plus à faire une différence dans la vie des gens, les aider d'une manière ou d'une autre, plutôt que de réussir personnellement. Ce n'est pas important pour lui, ce qui importe, c'est l'impact qu'il aura sur les autres. Pour ce qui est de sa relation avec Will, alors ce ne sera pas facile, mais son empathie et sa patience feront que peu à peu, les barrières vont tomber. Il s'est aussi servi de sa propre expérience personnelle et d'anecdotes pour pouvoir aider Will et pour pouvoir lui faire comprendre le potentiel qu'il a et les chances qu'il pourrait avoir dans la vie si seulement il voulait bien les attraper. Mais Will aussi vient en aide à Sean d'une certaine manière, étant donné que grâce à lui, il rompt un peu sa solitude et il envisage même de trouver un nouveau sens à sa vie, un nouvel objectif, quelque chose qui le fera vibrer. Il va se sortir un peu de sa torpeur grâce à Will Hunting. L'homme qu'est Sean Maguire représente pas mal de choses. Déjà, il représente la résilience que l'on peut avoir face aux épreuves de la vie, continuant à aider son prochain malgré la propre douleur que lui peut ressentir. Sa rencontre avec Will, elle représente le fait qu'une vraie rencontre, une vraie connexion peut complètement changer une vie. Et son amour envers sa femme et son dévouement envers sa femme montrent que le vrai amour peut tout transcender, même dans ce cas-là, la mort. Il continuera de ne l'aimer qu'elle, et ça jusqu'à la fin. Alors bien évidemment, c'est l'incroyable Robin Williams qui a été choisi pour jouer ce rôle. Il avait déjà fait montre par le passé de sa capacité à jouer tant un drame qu'une comédie. Par contre, il faut savoir que Robin Williams, lui, a directement été attiré par le scénario et par le personnage de Sean Maguire parce qu'il voyait en lui l'opportunité de jouer un personnage plus complexe que ce qu'il avait joué auparavant. Alors on peut encore plus voir son engagement pour le rôle quand on sait qu'il a amené de son histoire personnelle dans le rôle, histoire d'étoffer et d'apporter plus de dimension à Sean Maguire. Il faut aussi savoir que lors de la première lecture du scénario, Robin Williams a directement impressionné tout le monde par sa compréhension du rôle et par les improvisations qu'il a amenées pour ce rôle. Et enfin, dernière chose, l'alchimie avec Matt Damon était telle que le choix ne pouvait être que lui. Voilà pour Robin Williams. Passons maintenant au tournage du film. Alors, le MIT a servi pour le film. Alors, c'est l'endroit où l'on peut voir Matt Damon résoudre l'énigme et aussi où l'on peut voir Matt Damon discuter avec Gérald Lambeau à plusieurs occasions. Ce n'est pas la seule université qui a été utilisée, étant donné que Harvard a aussi servi pour certaines scènes en extérieur qui se sont filmées sur le Harvard Square. Toutes les scènes dans les logements de Chucky et de Will, donc dans tout ce qui est banlieue de Boston, ainsi que le bar, la taverne où ils vont, sont tournées à Boston même, dans les vrais lieux. C'est-à-dire que la taverne, si vous voulez, existe vraiment. Voilà, petit voyage, invitez-moi. Tous les plans de l'université, elles, ont été tournés à Toronto, au Canada, plus précisément à la Central Technical School et à l'Université de Toronto. Il y a aussi, si je me souviens bien, des scènes qui ont été tournées directement en studio à Toronto même. Les scènes de tournage où l'on peut voir Sean Maguire enseigner, elles, ont été tournées au Bunker Hill Community. Et la fameuse scène du parc entre Will et Sean, elle, a été tournée directement dans le parc de Boston. Voilà, je trouve que les lieux de tournage, malgré quelques endroits qui ont été faits en studio ou dans d'autres villes pour des raisons techniques, je trouve qu'ils sont quand même restés vachement dans le réalisme et ça apporte encore plus de réalisme au film. Et j'adore ça, moi, le réalisme. Pour ce qui est de la post-production, on va passer très très vite dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à dire personnellement. Alors, c'est l'équipe de Chris Moore qui a apporté cette ambiance du Boston ouvrier qui est si spéciale et que l'on retrouve très bien dans le film.
Et pour la musique, à remercier, ce sera Danny Elfman, mais aussi Elliott Smith pour sa musique Miss Misery, qui sera quand même nommée aux Oscars. Et vous le savez, les Oscars, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Good Will Hunting. Il y a plein d'autres choses à dire, mais quand je vois le temps déjà que j'ai passé sur le casting et le développement de l'idée, je me dis que si j'avais parlé de tout ce que je veux, bah encore une fois, ça aurait pris des heures. Et donc je vais au plus clair, au plus concis et à ce qui, moi, m'intéresse. J'espère que ça vous intéresse aussi. Pour ce qui est de mon avis sur le film, moi c'est simple, c'est un film que j'adore. Je ne savais absolument pas que Matt Damon et Ben Affleck l'avaient écrit. Et maintenant que je sais ça, personnellement, je l'aime encore plus. Donc sans plus attendre, je vais aller me le mater parce que ça m'a donné envie. J'espère que ça vous aura donné envie. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine nanologie. T'as fini ? Le chat qui fait caca ? Non mais il n'a pas fini, il commence à peine. C'est-à-dire qu'on va réentendre encore le bruit littéraire après. On va juste attendre qu'il ait fini en fait. C'est pas grave, on va recommencer. C'est cool, je le vis bien. Les aléas de la vie. Allez, bien fini ? Sûr ? Bon beaucoup. C'est pas un chat que j'ai, c'est un spéléologue. C'est bon ? Beaucoup. Ça suffit là peut-être. Oui, mais c'est recouvert là, ça y est. Tu pourras pas faire mieux. C'est bon ? C'est bon ? Allez, maman peut continuer ?